Mais ce que la plupart des gens vous disent, c'est ceci. Travaillez dur, faites des économies, effacez vos dettes, investissez à long terme et diversifiez. Combien de personnes ont entendu ça? Ok. Et si j'en parle ici, c'est parce que vers 1996, je regardais cette émission matinale très célèbre, diffusée dans tout le pays, vous savez. Et ce jour-là, nous avions l'expert financier de tous les temps. Donc un petit rappel, au 19e siècle, le monde est passé du socialisme au capitalisme. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que le monde a changé. Et cela a obligé beaucoup de gens qui étaient en tant que E ou S à devenir des investisseurs. Comme je l'ai dit, mon pauvre père était un homme très intelligent et bon, mais il n'était pas un investisseur. Il y a des gens qui sont des investisseurs passifs, et c'est ce que sont la plupart des gens. Et ils vont dans leur entreprise et espèrent que la personne qui gère leur argent soit plus intelligente qu'eux. Et le troisième type est l'investisseur actif. Maintenant, si vous voulez être un investisseur actif, vous devez avoir une éducation financière. Et l'une des clés de l'éducation financière, beaucoup de gens disent, eh bien, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Certaines personnes ont déjà entendu cette déclaration. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas d'argent pour faire de l'argent. Tout commence par ce qu'on appelle les mots de vocabulaire. La langue anglaise compte environ 2 millions de mots. Et chacun d'entre nous, en tant qu'individu, maîtrisons environ 5000 mots. L'une des façons de commencer à accroître votre richesse et votre capacité financière est donc de changer votre vocabulaire. Et une des raisons pour lesquelles mon pauvre père était pauvre, c'était un homme bon. Il avait le vocabulaire d'un professeur d'école. Tu sais, il pensait que les prépositions étaient vraiment importantes, mais je n'ai jamais gagné $1 avec une préposition. Alors sachez que les mots vous rendent riche. Et je vais m'y mettre tout de suite. La base de l'éducation financière, ce sont les mots. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état financier. Comme mon père riche me disait souvent, tu sais, c'est ton bulletin de notes. Quand tu grandis, quand tu quittes l'école, comme le disait mon père riche, son banquier n'a jamais, vraiment jamais demandé à voir son bulletin de notes. Tu sais, le banquier n'a jamais dit, dites-moi, dans quelle université es-tu allé ? Êtes-vous un étudiant? Il ne demande jamais ça. Si vous êtes un investisseur professionnel, il vous demandera ce qu'on appelle un état financier. Si vous n'êtes pas un investisseur ou un investisseur passif, ils vous demanderont un rapport de crédit. Donc pour commencer à devenir riche, vous devez avoir l'un de ces éléments. Je veux dire, c'est un must. Ces personnes ont des rapports de crédit. Ces personnes ont des états financiers. Ce sont de très grandes différences. Commençons donc par les mots. Et l'un des plus grands mots pour lesquels les gens se trompent de définition sont ces mots ici, actif et passif. Combien de personnes ont déjà entendu des gens dire « ma maison est un actif » ? Bien, c'est la mauvaise définition, c'est ça le problème. Donc je vais vous donner la définition que mon père riche m'a donnée. Vous ne trouverez pas ça dans un dictionnaire. Donc la définition d'un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. C'est très simple. Donc quand vous regardez cet état financier, il s'agit du compte de résultat et du bilan. Il y a une autre forme que le contenu de base exige. Je ne suis pas comptable, mais le contenu de base exige ce qu'on appelle le tableau des flux de trésorerie, le cash flow. Et ce que cela vous montre ici, c'est que ces actifs mettent de l'argent dans votre poche. Ainsi, par exemple, j'ai une maison, et chaque mois, disons que je donne $100 pour l'entretenir. La maison est un actif, mais si vous la louez, elle devient passif. C'est donc le schéma de flux de trésorerie d'un passif. Donc lorsqu'une personne dit que sa maison est un actif, je lui demande alors, est-ce que cette maison met de l'argent dans votre poche aujourd'hui? Non, 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 mais elle a pris de la valeur. Cela montre un manque d'intelligence financière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de grandes maisons, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas utiliser le mauvais mot. Ou alors je pourrais avoir une voiture, si j'utilise une voiture comme taxi. Et chaque mois, cela mettrait $1000 dans ma poche. C'est un actif. Mais j'ai ma BMW ici, et elle me coûte $1000 par mois. C'est un passif. C'est donc très simple. Il ne faut donc pas appeler les actifs ou les passifs des actifs. C'est là que les gens ont des problèmes. La prochaine chose dont je veux vous parler, mon banquier ne m'a encore jamais demandé mon bulletin de notes.
Et mon banquier, si je dois lui emprunter beaucoup d'argent, il veut voir mes finances. Et ce qu'un banquier recherche, c'est votre QI financier. Il ne se soucie pas de votre QI académique. Ils veulent voir à quel point vous êtes intelligent avec l'argent. Et ce n'est pas que je porte de beaux vêtements, ou que j'ai une belle montre ou une belle maison. Un gentil banquier ne s'en soucie pas, tout ça. Donc le banquier regarde à nouveau le flux de trésorerie. Disons, quand la personne a un travail, l'argent rentre et l'argent sort. C'est le schéma de trésorerie d'une personne pauvre. S'ils ne changent pas leurs habitudes, ils seront pauvres. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, c'est la quantité d'argent que vous dépensez qui est en cause. Par exemple, je connais un ami médecin. Il gagne environ 400 000 $ par an. Et il en est très fier. Il n'a pas de dette. Donc, il gagne 400 000 et il dépense 400 000. Donc ce que la classe moyenne a généralement tendance à faire, et la première chose qu'ils veulent faire, est d'avoir une grande maison. Et ils ont une chose qu'on appelle une hypothèque. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont une hypothèque, une belle BMW ou une Mercedes, ils ont l'air bien. Mais ils sont fauchés. Et ils se disent « Oh, je veux voir un modèle de flux de trésorerie ». Et c'est la partie flux de trésorerie de la classe moyenne. C'est travailler dur et se ruiner. Tu sais, ils n'avancent jamais. Ils achètent de grandes maisons, ils font un prêt hypothécaire et se prennent pour Donald Trump, avec des actifs réels, des investisseurs immobiliers. Tout ce qu'ils ont, c'est une grande maison. Ils sont endettés auprès de beaucoup de gens, qui utilisent leur maison comme un distributeur automatique. Et à chaque fois que sa valeur augmente, ils empruntent de l'argent. Tu sais, c'est vraiment le point de vue d'un loser, là. Ce n'est vraiment pas le moyen d'avancer. Et ça, c'est la partie cash flow d'une personne riche. Ils ont des actifs ici, c'est généralement le cas, ils ont une entreprise. Ils ont des biens immobiliers. Et ils peuvent avoir des dividendes d'actions et des obligations, et des intérêts de ce genre. Ce sont donc des actifs. Alors souvent, je demande aux gens, pensez-y de cette façon. Si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, disons que vous êtes marié, que vous avez un conjoint, si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, combien d'argent continue à rentrer dans votre poche et combien d'argent continue à en sortir? Et je pense que mettre de l'argent dans sa poche est un actif. Donc la raison pour laquelle ma femme et moi avons pu prendre notre retraite est très simple. Nous avons de l'argent qui va comme ça. Cela signifie que nous sommes riches. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'économies et tout ça, mais chaque mois, ce sont des centaines de milliers de dollars qui partent comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Tu sais, juste avoir des actifs pour produire de l'argent chaque mois. Et c'est pourquoi les banquiers ne vous demandent pas votre bulletin de notes. Ils veulent voir votre état financier. Si vous avez un bon QI financier, ils vous donneront beaucoup d'argent. Mais si vous avez un mauvais QI financier, ils vous donneront une carte de crédit ou un prêt immobilier. C'est la différence. Les pauvres dépensent leur argent. La classe moyenne enterre son argent, tu sais, faire des économies. Et les riches savent comment multiplier leur argent. Donc la vraie clé n'est pas tant de savoir combien de revenus vous faites, mais où vous mettez votre argent? Ce sont des dépenses. Est-ce que vous dépensez votre argent de cette façon ou bien de cette façon? Et c'est pourquoi les gens ont toujours essayé de gagner plus d'argent. Ils n'avancent tout simplement pas parce qu'ils ne cherchent pas au bon endroit. Il s'agit de savoir à quoi vous consacrez votre argent et votre temps. C'est pourquoi je vous remercie d'être ici ce soir. Et c'est vraiment important la façon dont vous dépensez votre temps et votre argent. Ça fait une différence. Et puis la troisième chose est la suivante. Quand votre banquier dit que votre maison est un actif, les banquiers ne vous mentent pas. Cela l'expliquera mieux, car comprenez ceci, si vous avez une hypothèque sur un bilan, il doit être équilibré. Donc, dites-vous que l'hypothèque est l'actif de votre banque. C'est là toute la différence. C'est pourquoi quand votre banquier dit que votre maison est un actif, il ne vous ment pas. C'est juste que c'est l'actif de la banque. Et la façon dont vous le savez, encore une fois, c'est parce que les actifs mettent de l'argent dans vos poches et vos passifs prennent l'argent de votre poche. Donc quand vous regardez ça, l'argent entre, l'argent sort, entre ici et revient ici. Donc ça prend de l'argent de votre poche et ça met de l'argent dans la poche des banques. Et c'est pourquoi un banquier dit que votre maison est un actif et pourquoi il est très important de comprendre la définition du mot que vous utilisez. Ne vous contentez pas d'un mot, car si vous continuez à vendre votre maison comme un actif, alors qu'il y a un passif, ou si vous dites qu'une voiture est un actif alors qu'il s'agit en réalité d'un passif, ou que vos vacances à Hawaï sont un passif, ou que votre prêt immobilier est un actif, vous n'y arriverez pas. Il est donc logique de passer par là. Mais ce que la plupart des gens vous disent, c'est ceci. Travaillez dur, faites des économies, effacez vos dettes,
investissez à long terme et diversifiez. Combien de personnes ont entendu ça? Ok. Et si j'en parle ici, c'est parce que vers 1996, je regardais cette émission matinale très célèbre, diffusée dans tout le pays, vous savez. Et ce jour-là, nous avions l'expert financier de tous les temps, un génie. Et il va vous donner des conseils financiers pour la nouvelle année. Bienvenue, un tel ou un tel. Et il sort un expert financier et il fait « Salut tout le monde! Ce que je recommande pour cette année 97, travailler dur, économiser de l'argent et se désendetter. » Je ne peux même pas le faire directement. Investir à long terme et diversifier, et tout le monde est censé le faire. Oh, merci pour votre sagesse sur ce sujet financier. Nous vous remercions vivement. Oh là 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 là, vivement l'année prochaine. Puis l'année qui suit, la même chose. Et pour la nouvelle année, je vous recommande quoi les gars? Eh bien travaillez dur, économisez de l'argent, éliminez vos dettes, investissez à long terme et diversifiez. Oh, je ne peux pas le croire, mais quel génie de la finance! Donne-lui ma main, je n'y arrive pas à y croire. Même type, même message, même conseil. Et il pense que c'est brillant. Puis après, 2000, le marché boursier a commencé à s'effondrer et ils ont fait venir le même expert qui leur a recommandé de travailler dur, d'économiser, de se désendetter, d'investir à long terme et de se diversifier. Et le marché n'a cessé de s'effondrer, et il a continué à donner les mêmes conseils. Et voici ce que je veux dire à propos de ces conseils entre l'an 2000 et 2004. Des millions de petits investisseurs ont perdu environ 7 à 9 000 milliards de dollars au moment même où Wall Street versait certains de ses plus gros bonus. Et c'est le conseil que nous donnons aux gens ici. Je tiens à vous dire que ce conseil fonctionnait avant. Ça ne marche pas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un mauvais conseil, je dis juste que ça marchait dans les années 70. Après 94, ça a commencé à changer. Et je me suis penché sur la manière dont ce changement est intervenu et sur les raisons pour lesquelles les gens ont des problèmes en suivant ces conseils, en particulier ici. Car vous allez découvrir que les investissements les plus risqués sont l'épargne, les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Ils sont les plus risqués de tous les investissements. Mais la plupart des gens pensent qu'ils sont sûrs. Donc je sais que je suis un investisseur très simplement parce que je vis de mon fonds de revenus, de mes investissements. Je ne vis pas de mes commissions. Il y a une très grande différence.